Psychologie du travail, partie 1. Introduction. La psychologie du travail et des organisations, c'est une discipline scientifique qui étudie l'individu en situation de travail ou de transition professionnelle. Transition études-emploi, insertion professionnelle, mobilité professionnelle à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur, expatriation et étape de la carrière. On va se focaliser sur les processus psychologiques et les comportements concernant les conduites liées à l'activité humaine, aux processus internes au niveau cognitif, l'affectif et le conatif. Tout ça en se centrant sur la relation individu-environnement de travail. Chaque situation de travail possède 4 composantes. Numéro 1, le travailleur. Numéro 2, les outils de travail. Numéro 3, les conditions de travail. Numéro 4, les structures de l'organisation. C'est l'interaction entre ces 4 composantes qui va conduire au travail, c'est-à-dire aux activités, à ce qui est mis en œuvre. Il faut donc avoir une vision systémique. La psychologie du travail comprend 2 types de démarches qui sont souvent combinées. Numéro 1, la recherche fondamentale. Mise en place d'expériences dans lesquelles on va observer et évaluer. Il y a ensuite l'ancrage écologique et d'application. Quand on s'intéresse au travail, on ne peut pas faire que des études sur tous les étudiants de Psycho Bac 1 ou en laboratoire. Il faut aussi aller se confronter à la réalité du terrain, aux situations réelles tant sur le plan de la conduite, voir ce qu'il se passe dans une situation de travail, qu'au niveau de la complexité d'une situation et de l'interaction des individus. Dans ce cadre-là, les interventions ont aussi pour but d'améliorer les conditions d'exercice des activités humaines, les conditions de réussite de transition professionnelle, la santé et la qualité de vie des travailleurs, le développement et l'épanouissement professionnel, la performance individuelle, collective et organisationnelle. Le but n'est donc pas seulement d'observer. La psychologie du travail est sensible à la demande sociale, mais elle n'est pas dépendante à elle. On ne cherche pas à lier la psychologie de travail et les réalités socio-économiques. Le but est de se rendre compte qu'il y a une série de questions qui se posent aujourd'hui dans la vie socio-économique et que ces questions interrogent directement la psychologie du travail. Au niveau des parcours et des transitions professionnelles, fermeture d'entreprise ou licenciement, et du vieillissement au travail, allongement de la carrière, on ne parle pas du vieillissement de l'individu, car le vieillissement de l'individu, effet du temps sur les fonctions cognitives, commence après la carrière. Au travail, en fonction des études et des cadres, on commence à être considéré comme un travailleur âgé à partir de 45 ans. On commence à travailler à 25 ans en moyenne, ce qui fait qu'un peu moins de la moitié de notre carrière est considérée comme travailleur âgé. Les personnes de plus de 45 ans suivent moins de formations que les plus jeunes car l'actualisation des compétences est moins présente chez les travailleurs âgés et cela pose problème. Au niveau de la santé au travail, accidents et maladies, des risques psychosociaux, du stress, du harcèlement ou des burn-out. Au niveau du leadership, de la gestion des équipes et de la gestion des conflits. Au niveau de la diversité et de la politique du genre au travail. Égalité en termes d'accès à l'emploi, de qualité de l'emploi et de rémunération. Au niveau de la place et du rôle des technologies dans les activités humaines. La psychologie du travail est pluriméthodologique. Elle utilise énormément de méthodes différentes, aussi bien qualitatives que quantitatives. Au niveau de la multiplicité des méthodologies, on retrouve l'observation, l'entretien, le questionnaire et l'expérimentation. Au niveau de la multiplicité des mesures, il y en a 2 types. Premier type, les mesures objectives. Performance ou mesures physiologiques liées au mouvement oculaire, au rythme cardiaque, etc. Deuxième, les mesures subjectives. Éléments rapportés par les individus, idiosyncratiques, il n'y a pas d'échelle de valeur entre les mesures objectives et subjectives. Les unes ne sont pas plus intéressantes que les autres, elles ont la même valeur. Ce qui intéresse souvent les psychologues de travail, c'est de comparer et combiner les deux.
Il y a une opposition entre les recherches menées sur le terrain et les recherches menées en laboratoire. Si l'influence des caractéristiques environnementales et organisationnelles rend les recherches sur le terrain fortement contextualisées, les recherches en laboratoire peuvent souffrir d'artificialité, de décontextualisation. En laboratoire, comme on ne peut pas appréhender toutes les variables, on va essayer de voir, en fonction des objectifs de recherche, ce qui est mieux. On peut arriver à construire des dispositifs plus ou moins écologiques. Une façon de rendre un dispositif plus écologique est de s'intéresser au public cible directement, de faire appel à des travailleurs plutôt qu'à des étudiants à qui on demande de s'imaginer des situations de travail. Dans les deux cas, labo ou terrain, la question de la généralisation des résultats se pose. La psychologie du travail s'intéresse à des situations complexes dans lesquelles les caractéristiques individuelles, les compétences et les profils des personnes ont de l'importance et influencent le résultat. Le travail au fil du temps. On s'intéresse à l'évolution du milieu du travail. Transfert du champ à l'usine, de l'usine au bureau et du bureau à... On a une décroissance des secteurs de l'agriculture, des mines, de l'industrie. On a un essor des secteurs du service administration publique, commerce et transport, sociaux, médecine et éducation, aux entreprises et aux particuliers, banques, assurances et immobilier, hôtellerie, en restauration. On se trouve dans l'ère post-industrielle. Usine, monde de la machine et de la production. Une forte intensité sonore, de la chaleur, des odeurs, de la force physique et collectif de travail. Le bureau, monde des services. Ordinateur, bruit de conversation, composantes cognitives, individualisation dans un monde relationnel. Quelques grands titres de l'évolution du milieu du travail. La mondialisation de l'économie, concurrence accrue internationale, délocalisation, ouverture de l'économie de marché des pays de l'Est et des pays asiatiques, etc. Ensuite, le développement des technologies, l'autonomisation, l'informatisation, le TIC, intelligence artificielle et robotisation. Il y a une forte transformation des organisations et des pratiques professionnelles. Travail collaboratif, capacité de traitement de données, sécurité, confidentialité, travail à distance. L'évolution démographique. Augmentation de l'espérance de vie, vieillissement de la population, scolarisation plus longue, essor de la formation tout au long de la vie et féminisation de la population active. Ensuite, il y a un accroissement de l'autonomie des travailleurs. Un choix des méthodes et des rythmes de travail. Attention, remarque, ça doit être mis en lien avec l'évolution des conditions de production, entre parenthèses, l'augmentation de la flexibilité. Par la suite, il y a aussi une intensification du travail, les délais et les horaires de travail densifiés et fractionnés. Mais il y a aussi une distension du rapport au travail, c'est-à-dire un travail plus abstrait, une manipulation de code et la dématérialisation. En avant-dernier, il y a une montée de la précarité de l'emploi, les intérimaires, les sous-traitants et les indépendants. Et pour terminer, il y a une augmentation d'une certaine pénibilité du travail et des risques professionnels qui se transforment. Chapitre 1. Auto-efficacité professionnelle. Exemple. Arthur veut changer de situation professionnelle, mais il ne se sent pas capable d'entamer des démarches actives de recherche pour un nouvel emploi. Ses premières démarches se soldent par des échecs. Maude entame une formation professionnelle. Elle a le sentiment d'avoir les capacités nécessaires pour suivre et réussir cette formation pourtant exigeante. Elle réussira cette formation. La situation de travail de Dominique évolue et de nouvelles applications informatiques modifient les pratiques professionnelles. Dominique a eu des difficultés dans le passé lors d'un autre changement technologique. Son sentiment d'efficacité est moindre que celui de Claude. On voit au travers de ces trois situations que le sentiment d'auto-efficacité influence les performances et les attitudes des personnes.
Il y a d'autres champs qui appréhendent le concept d'auto-efficacité. L'enseignement et les apprentissages scolaires, le domaine de la santé et le domaine sportif. Le sentiment d'efficacité personnelle désigne les croyances des individus quant à leur capacité à réaliser des performances particulières. Il est lié au sentiment de pouvoir faire, et non au sentiment de maîtrise ou à la difficulté de la tâche. Il contribue à déterminer les choix d'activité et d'environnement. L'investissement du sujet dans sa poursuite des buts qu'il s'est fixés, la persistance de son effort et les réactions émotionnelles qu'il éprouve quand il rencontre des obstacles. Le sentiment d'efficacité personnelle, SEP, ou le sentiment d'auto-efficacité personnelle, SAE, se fonde sur la théorie sociale cognitive d'Albert Bandura. La théorie sociale cognitive et les croyances d'auto-efficacité. Le fonctionnement et le développement psychologique des individus prennent en compte 3 facteurs qui sont en interaction. Numéro 1, les caractéristiques personnelles. Numéro 2, les caractéristiques environnementales. Et numéro 3, les comportements humains. Ces 3 facteurs interagissent et s'influencent réciproquement. La façon dont ils s'influencent dépend de la situation. Il n'y a pas de standard. Ces 3 facteurs modulent leur comportement par un processus d'autorégulation. L'individu, sur base de ces caractéristiques, va ajuster son comportement et choisir les conduites qu'il veut mettre en œuvre ou qu'il pense pouvoir mettre en œuvre. Cette théorie considère les individus comme des agents actifs de leur propre vie. Ils contrôlent et régulent leurs actes. L'autorégulation est un processus au travers duquel les individus traitent cognitivement à la fois les informations provenant de leur environnement et les résultats émanant de leur comportement antérieur afin de sélectionner les comportements à déployer parmi une large gamme de comportements possibles. Bandura. Dans une situation sociale ou professionnelle, on a des choix concernant un certain nombre de conduites qu'on pourrait mettre en œuvre et on décide ce qu'on fait en fonction de nos croyances. Les croyances d'auto-efficacité, self-efficacy, jouent un rôle fondamental dans ce processus. Les antécédents individuels du SEP dans le domaine professionnel. Certaines caractéristiques personnelles influencent positivement le SEP. Premièrement, les traits de personnalité. Personne consciencieuse, extravertie ou stable émotionnellement. Il y a aussi les habiletés cognitives acquises, ou en tout cas la perception de la personne des habiletés qu'elle pense avoir acquises, en lien avec le domaine ou la situation professionnelle. Il y a aussi l'expérience préalable dans le domaine professionnel. Par après, il y a l'accomplissement de tâches afférentes au métier. Quelqu'un qui a déjà su se réorienter professionnellement et qui a déjà changé 2 fois d'occupation professionnelle avec réussite aura un SEP dans la recherche d'emploi plus positif. Il va mettre en œuvre des conduites plus efficaces et aura plus de probabilité de retrouver un emploi plus facilement que quelqu'un qui n'a pas eu cette expérience et qui doute de ses capacités à pouvoir retrouver un emploi. Mais il y a aussi l'influence du sexe et des stéréotypes du genre. Les stéréotypes de genre associés à certains métiers conduisent à une diminution des capacités perçues à y réussir. La prégnance de ces stéréotypes et les comportements de l'entourage vont affecter les intérêts et les choix professionnels. Les choix d'études et la persévérance et réussite dans les études. L'accès à certains métiers ou postes dans le domaine professionnel. Les modalités d'appropriation, d'intégration et le maintien de l'emploi. Le renforcement du SEP relatif au domaine professionnel. Il y a 4 sources d'informations qui consolident les croyances d'auto-efficacité. Les expériences de réussite ou d'échecs antérieurs. Elles influencent le SEP, dans le sens où elles donnent des indications sur les habiletés acquises et mobilisables. Elles amènent la personne à apprécier les performances qu'elle a réalisées par rapport aux objectifs poursuivis, à l'investissement. On parle d'appréciation, car on n'est pas dans l'objectivité. Elle amène la personne à avoir un sentiment de maîtrise.
Les réussites antérieures augmentent le SEP et les échecs répétés ou majeurs vont l'affaiblir. Pour de nouveaux engagés, proposer des tâches en lien avec les habiletés acquises, donner du feedback sur la qualité des performances, renforcera leur SEP spécifique au poste. Il y a aussi l'état psychologique et physiologique de la personne. Ces états peuvent être positifs ou négatifs. Fatigue, stress, mal-être, maladie, affectivité positive, bien-être, santé. Un état négatif pendant la réalisation d'activités peut être perçu comme un signe de vulnérabilité, d'inefficacité, de manque de capacité. Promouvoir une situation de travail respectant la santé et le bien-être de l'individu. Prévention des risques pro et psychosociaux renforcera le SEP des travailleurs. Il y a l'expérience vicariante, processus de modelage et de comparaison sociale. C'est l'observation d'activités réalisées par des personnes significatives, personnes modèles, qui influencent le SEP. Personne significative, c'est égal à des collègues ou pairs qui ont de la valeur et qui présentent des caractéristiques similaires. L'observation de ces personnes significatives en situation va donner des indications sur les résultats, positifs ou négatifs, associés à la mise en œuvre de comportements ou d'actions et des informations sur le déploiement de certains efforts, la mobilisation de ressources. Exemple. Le fait d'observer des personnes significatives agir avec succès dans une situation jugée préalablement difficile ou complexe peut influencer et renforcer la propre croyance des observateurs en leur capacité de réussir. Au contraire, l'observation de l'échec d'un pair peut remettre en doute sa propre efficacité. Pour de nouveaux engagés, désigner une personne référente qui va montrer, expliquer les comportements les plus appropriés aux situations rencontrées, orienter les ressources disponibles, renforcera leur SEP. La persuasion verbale. Elle vise à encourager et donner un feedback évaluatif positif sur la performance et les progrès, ainsi qu'à mettre en avant les réussites plutôt que les échecs. Remarque. Les évaluations et messages doivent être réalistes par rapport aux actions entreprises et doivent provenir d'une personne experte et ou significative, crédible, digne de confiance. Pour les nouveaux engagés, un soutien social, une valorisation de l'investissement des progrès réalisés. Au cours de la carrière, reconnaissance professionnelle, évaluation régulière qui porte sur des aspects positifs, soutien explicite au développement professionnel, etc. En synthèse, Émilie Vert distingue les sources intra-individuelles et les caractéristiques interpersonnelles. La première source intra-individuelle est l'expérience préalable de réussite et ou un échec. Elle est directement reliée à la caractéristique interpersonnelle, expérience vicariante. La deuxième source intra-individuelle est l'état physiologique et psychologique lors d'expériences préalables. Elle est par contre, elle, liée à une caractéristique interpersonnelle qui est la persuasion verbale. Les méthodes d'évaluation des SEP. Le SEP s'exprime non pas comme une caractéristique globale, mais comme un ensemble différencié de croyances sur soi liées à des domaines distincts de fonctionnement. Les SEP sont spécifiques et propres à chaque domaine d'activité, c'est-à-dire liés à un métier, à une fonction, à une activité, à un outil, etc. Le plus souvent, on va avoir une évaluation par questionnaire, et ces questionnaires sont liés aux transitions professionnelles, la recherche d'emploi, la formation professionnelle, mais aussi l'exercice professionnel, et encore les outils technologiques, c'est-à-dire l'informatique, Internet et l'e-learning. Remarque, ce sont à chaque fois des dimensions différentes. On peut avoir un SEP positif pour l'une d'entre elles et un SEP moins positif pour d'autres. Les effets des croyances d'efficacité personnelle relatives au domaine professionnel. Au niveau de la trajectoire professionnelle et de la transition de carrière. Numéro 1. Le SEP
augmente la définition d'objectifs d'investissement professionnel et des attentes de résultats élevés. Numéro 2. Le SEP augmente la mise en œuvre des démarches actives de recherche d'emploi et l'accès à l'emploi. Numéro 3. Le SEP augmente l'acquisition de nouvelles compétences, favorise l'ajustement lors de l'entrée dans une nouvelle organisation de travail. Numéro 4. Le SEP augmente les attitudes positives et l'adaptation lors des changements de carrière. Numéro 5. Le SEP augmente l'adaptation lors de l'implémentation de nouveaux outils technologiques au sein de l'organisation de travail. Au niveau des exigences, ressources et bien-être au travail. Numéro 1. Le SEP modère des effets négatifs des exigences professionnelles. Numéro 2. Le SEP renforce les effets positifs des ressources professionnelles. Numéro 3. Le SEP est négativement corrélé au stress, au technostress, à l'anxiété, à la dépression, à l'épuisement professionnel et est positivement associé au bien-être.